En général, nous sommes extrêmement heureux de vous avoir ce matin. Alors, nous recevons aujourd'hui un expert et un très, très grand militaire qui a servi la France, qui a servi l'Europe et j'allais dire qui a servi plus généralement la défense mondiale. Mais nous sommes aussi très heureux de recevoir un ami de la Chambre de commerce franco-britannique. J'ai eu le privilège de déjeuner avec vous dans le cadre de l'école de guerre. Et c'est un bienvenu très, très chaleureux que je vous adresse. Votre visage est certainement connu à l'ensemble de nos membres, puisque vous êtes régulièrement un commentateur très averti sur un certain nombre de chaînes de télévision et de différents médias. Alors, si vous le permettez, ma première question va concerner une dimension évidemment géopolitique, avec le contexte actuel et les perspectives de sortie de crise. Vous avez été envoyé, si je ne me trompe pas, et si mes fiches sont bien renseignées, parce que moi aussi j'ai mes services de renseignement, hein, vous avez été envoyé au Tchad lors du conflit tchad-olivien en 1887, en 1900. Bosnie-Herzégovine, pour une opération de l'OTAN en 93 puis en 95 dans le commandement des forces de protection de l'ONU. Et puis vous avez vécu plusieurs conflits majeurs de ces dernières années. Donc, vous êtes un expert du terrain et de la partie à la fois tactique opérationnelle, mais aussi évidemment des instances de décision et du niveau stratégique qui doit prendre les bonnes décisions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce matin, on a tous envie de vous dire, fort des images que nous voyons, quel est votre point de vue de la guerre en Ukraine. Je me souviens d'un échange que nous avions eu ensemble au lendemain de la conférence de presse qu'avaient donnée Vladimir Poutine et le président Macron à l'issue de leurs 5 heures de rencontre. Donc, si vous pouviez partager votre vision. Bien sûr. Bien, merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de partager ce moment. Je sais que notre temps est compté, donc on va aller sur la cible et, si possible, dans le temps imparti. D'abord, je suis ravi d'être avec la Chambre de commerce franco-britannique parce que j'ai un attachement particulier pour la Grande-Bretagne. J'ai eu la chance de faire mon école de guerre. On parlait de l'école de guerre tout à l'heure chez les Britanniques. Ça m'a beaucoup apporté. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai beaucoup travaillé avec la Royal Air Force et j'ai développé d'ailleurs des relations stratégiques à la fois avec la Royal Air Force, l'US Air Force. Ça a créé une force dont aujourd'hui on tire parti. Je ferme cette parenthèse, mais c'est extrêmement important parce que je crois que sur cette relation franco-britannique, elle demeure centrale et il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre. Ce n'est pas très évident aujourd'hui, mais c'est un des éléments, à mon avis, de l'avenir, que ce soit de l'OTAN ou de notre aptitude à travailler ensemble pour le bien, pour le mieux. La situation actuelle, écoutez, moi j'ai commencé ma carrière pendant la guerre froide. Donc, ça me rappelle un certain nombre, ça me rappelle des opérations, des interceptions de bombardiers russes au large des côtes françaises, etc. Et la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que cette guerre froide, elle s'est terminée. Alors, certains disent qu'on l'a gagnée. C'est pas comme ça que je vois les choses. C'est qu'il y a eu... on était dans une situation grave, bien entendu, mais il y a chaque... partie, quelque part, avec quand même le sens des responsabilités. Il y a eu des accords qui ont été développés au fil du temps. Et on a réussi finalement à stabiliser la situation. Certes, c'était un équilibre un peu de la terreur, et progressivement, on a organisé les choses pour limiter les risques, diminuer les risques nucléaires, diminuer les forces conventionnelles. Il y a eu des accords qui ont été trouvés. Et ce qui se passe depuis quelques années, je dirais, je sais pas, depuis que M. Poutine est au pouvoir, sans doute, mais c'est en fait dans ces eaux-là, c'est que progressivement, toute cette architecture, si on parle d'architecture de sécurité, elle a disparu. Et ça n'a cessé de m'inquiéter depuis des années, pas d'aujourd'hui, de voir que les traités, progressivement, étaient foulés aux pieds, qu'on les oubliait, que, en particulier les traités sur les missiles moyenne portée, longue portée, disparaissaient, que M. Poutine installait les missiles nucléaires sur l'enclave de Kaliningrad, à portée de canon, c'est le cas de le dire, des pays européens, etc. Et je me suis dit, le monde devient quand même beaucoup plus grave. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est de voir la montée en puissance des grandes puissances, la remontée en puissance des grandes puissances sur, en particulier, le domaine de la défense, au moment où l'Europe était encore sur une pente descendante. Et quand je suis arrivé à la tête de l'OTAN pour la transformation en 2014, enfin en 2012 plus exactement, ça a été mon souci, quoi. Et je n'ai eu de cesse que d'essayer
comme quoi ce sont des postes d'influence qu'on a au sein de la structure intégrée, pour ceux qui auraient pu en douter. Essayer de redorer en quelque sorte, de remonter en puissance cette capacité, parce qu'en 2014, il s'est passé un événement très grave, mais qu'on a eu, à mon sens, et ça les historiens jugeront sur le long terme, tort finalement de sous-estimer. Considérer dans l'ensemble que la Crimée devait être russe, un peu ce qui se passait dans le Donbass n'était pas important, sans prendre en compte qu'il s'agissait vraiment de l'agression d'un pays souverain, contrairement à des accords qui avaient été passés, des accords de très haut niveau, dénucléarisation de l'Ukraine d'un côté et engagement russe de ne pas agresser ce pays. C'était quand même fort, c'était à Budapest que ça s'est passé. Tout ça a été aussi foulé aux pieds. Donc, la situation est préoccupante pour ces raisons profondes. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ces mécanismes de stabilisation et finalement, le monde est plus dangereux. Qu'on le veuille ou non, il faut regarder les choses en face. C'est pas, voilà, c'est un fait. Et la crise en Ukraine vient traduire en fait cet environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on est quand même des acteurs non pas impuissants, mais extérieurs, pour des raisons simples. C'est que l'Ukraine n'est pas du beau côté de la frontière par rapport aux frontières de l'OTAN. C'est ainsi. On peut revenir dans l'histoire, est-ce qu'on aurait pu ou non les intégrer? Monsieur Poutine, qui savait ça très bien, a fait en sorte que l'Ukraine ne soit pas intégrable au sein de l'OTAN. Donc déjà, dès qu'il a senti que le vent de la démocratie et de la liberté soufflait, il a arrêté la crise. Donc maintenant, on voit les Ukrainiens souffrir, c'est clair, c'est sûr qu'ils sont à l'avant-garde de la démocratie, mais il faut leur livrer des armements. Il y a un point qui est extrêmement important et qui intéresse vos adhérents, et qui n'est pas assez mis en évidence aujourd'hui, c'est la guerre économique. Je crois que Poutine est en train d'étrangler, d'asphyxier l'Ukraine. C'est clair, on était précis, son blocus dans la mer Noire, et on a vu les premiers chiffres apparaître là, sur une diminution de l'économie, une réduction de l'économie, je crois, de plus de 50%, et encore, on n'en est qu'au début en Ukraine. Donc ça va être la grosse pierre noire et qui va persister. Parce que Poutine, quoi qu'il se passe dans le Donbass, il faudra à un moment donné fixer une limite, je ne sais pas. On va voir quelle est la stratégie du président Zelensky en la matière, mais c'est difficile pour lui parce qu'il faut soit qu'il positionne une majorité de ses troupes pour éviter que le Donbass soit pris, mais il va se démunir d'un autre côté. Donc là, c'est le moment clé, si vous voulez, pour les Ukrainiens de faire des choix. Ils ont parfaitement résisté au début et ils ont eu la bonne stratégie, les bonnes tactiques. Maintenant, c'est plus complexe parce qu'ils ont affaire à un adversaire qui a bien ciblé ses objectifs et qui est malgré tout très puissant. Donc, voilà, je crois qu'il faut qu'on continue à livrer des armes et en espérant que ces armes arrivent au bon endroit et puissent être utilisées. C'est loin, c'est difficile, il y a toute une partie logistique et se préparer à la suite. Mais je pense que les objectifs de guerre de M. Poutine n'ont pas changé. Neutralisation, on parle de neutralité, moi je parle de neutralisation en Ukraine. Il s'en prend aux capacités industrielles, il s'en prend aux capacités économiques, il s'en prend évidemment aux capacités militaires. Démilitarisation de l'Ukraine, c'est ça, c'est sa vision de la neutralité. Et après, est-ce qu'il restera de tout ça une Ukraine indépendante, libre? On peut le souhaiter, on peut l'espérer, on ne peut que soutenir les Ukrainiens dans ce combat. Mais pour ceux qui en douteraient, on est dans une crise durable. On est dans une nouvelle forme de guerre froide qui ne dit pas son nom. Il y a une sorte de nouveau rideau de fer qui va être tiré. Plutôt de savoir à quel endroit il va être tiré. Certains appellent ça la Corée du Nord, je ne sais pas. C'est un nouveau paradigme. Il faut y faire face. Il faut détricoter, et ça, vos adhérents le savent parfaitement, détricoter une sorte de globalisation qui était en cours, la redéfinir. Et moi, ma conclusion partielle, mais très, très claire, c'est autonomie stratégique européenne, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Mais retrouver les clés et remettre en phase notre politique, notre stratégie et les moyens de l'accomplir. Derrière tout ça, il y a évidemment de l'innovation. Il faut repenser évidemment toutes les chaînes de valeur. Il y a l'innovation, il y a la recherche. Et puis il y a surtout, on se met au boulot, mais on le fait sérieusement ensemble. Donc la redéfinition aussi de ce qui nous unit en Europe, de ce qui nous unit aussi avec nos amis britanniques, au-delà du départ des Britanniques de l'Union européenne. Mais c'est le moment, quoi. Là, les leaders ont un rôle à jouer qui est considérable, plus que jamais. C'est à eux de donner le cap. Et il faut qu'ils trouvent un cap commun.
et puis qu'on s'entende sur les objectifs stratégiques en termes d'énergie, dans tous les domaines stratégiques. Maintenant, il faut non pas une remise à zéro, mais un cap, une véritable stratégie, en fait. Extrêmement clair en vous écoutant, mon général, et on sent toute la profondeur de votre analyse. On est parti, visiblement, nous devons nous habituer à ces images terribles que relaient l'ensemble des médias, puisque je crois qu'aujourd'hui, c'est le 50e jour du conflit. Donc, pour vous, on est, en vous écoutant, sur un conflit long, durable, ancré profondément, et source à la fois de transformation et d'enseignement pour l'Europe, mais en même temps un conflit qui va se poursuivre. Je vous en prie, peut-être vous voulez faire un commentaire complémentaire. Non, vous avez résumé la situation. Donc, je crois qu'il faut que l'Europe, d'une manière générale, reprenne son sort en main, qu'elle se donne les clés de son avenir. Ça ne veut pas dire qu'elle doit vivre en autarcie. Hein. Ce n'est pas ça la notion d'autonomie stratégique, hein, pas de la manière dont je la conçois. Simplement qu'elle retrouve les clés de son avenir, en disant moi, j'ai décidé. On a créé des partenariats sans objectif stratégique. Voilà ce qui se passe. Maintenant, il faut qu'on joue notre sort avec d'autres, bien sûr. On ne va pas s'isoler dans le monde. Mais il faut les choisir avec soin, il faut diversifier. Enfin, il faut avoir une logique de maîtrise des risques dans ce qu'on fait aujourd'hui. La maîtrise des risques, pour moi, c'est central. Dans toute ma carrière, ça a été central. Mais la maîtrise des risques, ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques. Hein. C'est l'inverse. Bien sûr. Et est-ce que je rebondis juste sur votre point par rapport à l'Europe et cette unité européenne? Pensez-vous que ce conflit soit à la fois une opportunité de repenser cette vision stratégique européenne, et notamment autour des axes de défense, ou potentiellement soit finalement une fragilité sur cette unité européenne dont un certain nombre de conflits ont pu éventuellement la mettre à mal? Ah bah, là, on est c'est un moment européen aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, c'est l'Union européenne doit décider de son sort. C'est la responsabilité des leaders actuels, quels qu'ils soient, de l'Union européenne est considérable. C'est équivalent à la création même de l'Union européenne. Et si l'Union européenne peut décider de son destin, et je fais le lien avec l'OTAN, c'est bien parce que l'OTAN est là pour protéger cette Union européenne. 21 pays sur 21 pays sur 30 qui appartiennent à l'Union européenne, et peut-être demain la Suède et la Finlande, qu'on a d'ailleurs depuis très longtemps associés à nos activités au sein de l'OTAN pour qu'ils soient prêts à intégrer le jour J. Ça, ce n'est pas une surprise, et ça serait bien comme ça. Donc, oui, bien sûr, c'est le moment, mais ce moment, il ne faut pas le vivre comme la gestion d'une crise de court terme et le traiter à coup d'expédient. C'est pas ça. Il faut d'abord le traiter par le haut. Bien sûr qu'il y a du court terme, il y a tous ces problèmes d'énergie et tout ça, mais ce n'est ça c'est un partage d'expérience, ce n'est qu'en se donnant une vision stratégique qu'on peut aussi gérer le court, le moyen et le long terme. Là, c'est vraiment une leçon de toute ma carrière que vous avez gentiment rappelé tout à l'heure. Quand je suis arrivé à la tête de la transformation de l'OTAN, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est la transformation? Où est-ce qu'on doit amener cette alliance? Pourquoi elle vit aujourd'hui? Pourquoi elle vivra demain? La conclusion, ça a été, c'est pour assurer la paix et la sécurité en Europe, et si possible au-delà. Et partant de là, il faut qu'il y ait une crédibilité militaire. Et partant de là, il faut qu'on ait les capacités, il faut qu'on ait des hommes et des femmes qui soient préparés, qui fassent des exercices, qui s'entraînent, qui se connaissent, qui travaillent ensemble. Vous rappelez, mon général, et je fais un lien vers le monde de l'entreprise, quelque chose qui rejoint et qui fait rejoindre le monde de l'entreprise et le monde militaire, c'est finalement ce que vous venez de décrire, l'alignement entre une vision stratégique, une stratégie et une exécution, hein. L'alignement des trois est juste absolument fondamental. Je voudrais qu'on parle, à ce stade, on pourrait parler des heures de l'Ukraine et de la situation géopolitique. Malheureusement, le temps nous est compté. Je voudrais qu'on parle de cette notion que vous connaissez bien et que nous connaissons aussi dans le monde de l'entreprise, qui est la gestion de l'incertain, la gestion de l'incertitude. Bien sûr. Nous sommes tous confrontés, et dans le monde de l'entreprise, à l'incertitude. Les relations franco-britanniques ont été confrontées à l'incertitude entre 2016 et 2020, et j'allais dire même au-delà, dans la mise en œuvre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Clausewitz
parle d'un brouillard de guerre. Donc, autour de cela, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez nous parler de, Hmm. face à cette incertitude, le militaire, le dirigeant, le chef, quelle attitude faut-il adopter? Et puis finalement, comment de cette incertitude peut naître finalement une plus grande clairvoyance et un atout dans la prise de décision, et que vous puissiez rapprocher ça de votre expérience de votre vie militaire. Oui, l'incertitude, c'est la vie. Je crois que le premier chef, qu'il soit militaire ou non, qui travaille dans la certitude, prend un risque considérable. Il ne faut pas confondre l'incertitude et l'inaction, si vous voulez. Au contraire, l'incertitude, ça conduit à l'action. Moi, j'ai tiré de ma carrière, et paradoxalement, peut-être moins dans la partie opérationnelle, où l'incertitude fait partie de notre vie, maîtrise des risques, considérablement améliorée, par exemple, dans l'armée de l'air, et je touche du bois, la sûreté, la sécurité. C'est incroyable quand je vois les courbes. Ça, on l'a fait, on ne l'a pas fait par hasard, parce qu'on l'a fait en toute conscience, avec des compétences, avec un sens de l'anticipation, en utilisant à la fois des technologies, mais aussi des ressources humaines et la motivation. Mais c'est plutôt l'incertitude que j'ai vécue comme chef, c'est l'incertitude du chef militaire qui est face au pouvoir politique. Et je vais en donner un exemple, c'est très intéressant. Vous vous souvenez peut-être que dans les années 2000, quand j'étais chef d'état-major, d'ailleurs 2010, entre 2009 et 2012, le ministère de la Défense, un très bon élève, s'est appliqué à mettre en place un système de paye unique pour l'ensemble des armées, et rentrant dans une vision d'ensemble qui était un organisme de paye pour l'ensemble des fonctions de l'État. Ça ne s'est pas fait, je Triste vous rassure. souvenir. Triste souvenir, eh bien, j'ai été confronté à cette incertitude parce que l'armée de l'air arrivait en troisième, en quelque sorte, après l'armée de terre, la marine, pour mettre en œuvre ce système, et on en avait bavé pour lancer l'expérimentation. Mais il y avait des signaux plus ou moins faibles, en fonction de la perception de chacun, qui attiraient l'attention. Et quand on se réunissait entre les chefs d'état-major, je parle très franchement ici, c'était un sujet que j'aimais bien aborder. Mes collègues étaient tout petit peu moins sensibilisés sur le sujet. Enfin, je ne veux absolument pas critiquer, chacun a sa perception. Je disais, attention, c'est quand même important, quoi. C'est quand même la vie de nos hommes et des hommes et des femmes qu'on commande, on en est responsable. Je n'ai pas à faire de morale, mais moi, ça me préoccupe, si vous voulez. Oh, mais non, mais ça va marcher, son système. Bah, le problème, c'est que ça n'a pas marché comme ça. Et moi, j'ai été confronté, alors j'ai eu un peu la chance, c'est vrai, d'avoir un premier retour d'expérience. Mais le retour d'expérience, ça ne sert que si on l'exploite, si vous voulez. Le retour d'expérience, c'est bien, mais voilà, ça doit être un moteur du changement, un moteur de l'adaptation, seulement si on a le courage et la volonté de le faire. Et je me suis trouvé devant cette alternative qui était très dure, c'était soit de laisser continuer les choses, et puis soit d'arrêter. Et pour prendre cette décision, dans cette grande incertitude qui était à la fois politique, c'était le moment des élections de 2012, ce grand projet tenait beaucoup à cœur, évidemment, aux autorités politiques, et les militaires s'employaient au mieux, comme ils le font d'habitude, de satisfaire ce besoin. Alors, je me suis dit, bon, ben, j'ai deux solutions. Soit je laisse faire, et j'engage l'armée de l'air sur cette voie, alors que notre système de paiement était quand même fiable à 97%. Hein. C'est pas mal. Parce qu'on s'y était évertué, évidemment. Nos militaires, il faut qu'ils ont des familles, ils ont une vie, il faut qu'ils soient payés, quoi. C'est la moindre des choses. Enfin, c'est ce dont on aurait dû se souvenir. Et pour prendre cette décision, d'abord, j'étais très bien entouré, avec des gens qui étaient en confiance, qui savaient qu'ils pouvaient me parler, me dire la vérité, même si ça ne leur faisait pas plaisir d'avouer qu'on était un peu très limite. Et in fine, je suis allé sur le terrain. Je suis allé voir les gens dont c'était le métier, d'assurer le paiement des soldes, et je leur ai demandé de m'expliquer comment ils voyaient ce système. Ils m'ont dit, chef, on va y arriver. J'ai dit, OK, on va travailler jour et nuit, mais on va y arriver. Ça, j'en doute pas. Mais je leur ai dit, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Et est-ce que vous comprenez ce qui ne marche pas dans le système? Ils m'ont dit non. Non, c'est erratique. Je leur ai dit,
dans ces conditions. Je suis allé voir le ministre, je lui ai dit l'armée de l'air ne contribuera pas. Je ne suis pas en train de m'attribuer un mérite particulier, hein. Ce n'est pas le but de cet exercice, mais j'ai dit non, mais je vous parle très franchement aussi, j'ai dit non, c'est pas possible, ça engage trop. Et le ministre, Jean-Yves Le Drian, qui venait de prendre ses responsabilités, m'a dit vous êtes dans vos responsabilités, je vous soutiens. Et d'ailleurs, il s'est rendu compte par la suite que les défauts de ce système étaient encore beaucoup plus graves que ce qu'il avait imaginé. C'est un exemple de décision dans l'incertitude qui est fondée sur la compétence des gens qui m'entouraient, la confiance, et puis une sorte d'anticipation quand même. Et surtout, l'exploitation des signaux faibles, quand ça remonte de la base, si vous voulez, dans les armées, ce n'est pas un hasard. Donc, il faut savoir écouter. Il faut avoir cette volonté d'aller sur le terrain. Et puis, c'est sur le terrain que moi, j'ai toujours puisé mon énergie. Quand j'étais dans des moments difficiles, je suis allé sur le terrain et je suis revenu regonflé à bloc, si vous voulez dire. Alors, en plus, j'avais la chance de pouvoir aller voler sur de magnifiques avions. Ça aide aussi, quoi. Ça donne de l'oxygène, au sens propre et au sens figuré. L'exemple que vous donnez, mon général, est extrêmement intéressant parce que je pense que nous l'avons tous en tête et que je pense que beaucoup de Françaises et de Français ont été marqués par cet épisode où des familles qui ont, dans les maris, engagés dans nos forces, ont dédié leur vie et en fin de mois, n'avaient leur salaire qui n'était pas viré. Donc ça a provoqué des situations qui étaient juste absolument, d'un point de vue éthique et moral, inacceptables. Et je pense que nous avons tous en tête cet épisode, malheureusement. Lorsque vous avez fait part, en tout cas lorsque vous avez été amené à prendre cette décision, vous avez parlé de deux choses. Vous avez dit d'un côté le terrain, comprendre ce qui se passe, en posant des questions, en écoutant. Et la deuxième chose, vous avez parlé de collectif. Et un chef, c'est une équipe autour de soi, c'est un collectif, hein. Une entreprise, c'est pareil. C'est un collectif, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui construisent de l'intelligence collective basée sur la complémentarité, basée sur la diversité, qui permet globalement à faire en sorte que les bonnes décisions soient prises au bon moment. Je voudrais que vous nous parliez de cette notion de créer la confiance, de générer la confiance au sein des équipes, de développer cet engagement collectif, hein, et dont nos militaires sont une représentation absolument admirable. Et finalement, c'est aussi un des éléments qui contribue à l'adaptabilité aux adversités, aux crises, aux moments éventuellement plus ou moins difficiles. Et finalement, lorsqu'on est à gérer des imprévus, des aléas, lorsqu'il y a des décisions, et la responsabilité du chef, du leader, c'est de prendre en tout cas les meilleures décisions, même si les décisions sont difficiles à des moments critiques. Ma question, elle est assez générique, mais finalement, ce collectif, aux enseignements, c'est quelles sont un peu ces recettes pour le fabriquer, pour le rendre optimal, et puis comment est-ce qu'on crée cette cohésion indispensable au sein j'allais dire des troupes pour les militaires que vous êtes, et au sein des équipes pour les dirigeants que nous sommes. Ah ben ça, c'est la question de toute une vie, de toute une carrière. Vous savez, quand je suis rentré dans l'armée de l'air pour être pilote de chasse, j'en rêvais depuis très longtemps. Euh, je voyais ça, enfin, on m'avait présenté ça comme un sport une activité assez individualiste, hein. Monoplace, pilote de chasse, fait 4000 heures de vol pratiquement sur monoplace. Se dire, il a dû se sentir seul, quoi, par moment. Pas du tout, en fait. Une armée, c'est une équipe et une famille à la fois. Et chaque maillon de la chaîne, il n'y a pas de maillon fort, il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible non plus. Ça peut être le chef ou ça peut être un exécutant. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais ce qui donne le lien, c'est le sens du but à atteindre, c'est cette fierté de servir notre pays. C'est ça qu'on trouve, qui crée le lien dans les armées. Mais j'ai trouvé ça, il se trouve que j'étais dans mes activités de conseil, j'ai travaillé avec quelques grandes entreprises et des plus petites également. Les dirigeants que j'ai appréciés, que j'ai pu conseiller, sont ceux qui ont su donner du sens à leur action, au-delà de leur mission et de leur rôle important, chacun dans leur domaine, donner du sens et savoir créer la confiance. Mais la confiance, c'est pas, comment dirais-je, c'est un exercice mutuel. Quand on est parti en Libye, vous savez, sur les ordres du président Sarkozy,
je l'avais dit, j'avais eu l'occasion de le rencontrer, je lui ai dit, vous savez, l'armée de l'air, elle est là pour vous servir, elle sera prête au rendez-vous. Si je lui ai dit ça, ce n'est pas simplement pour me faire mousser ou quelque chose comme ça, c'était pour lui dire, un jour, vous allez avoir besoin. Je ne me doutais pas que ça viendrait aussi vite que ça. Et le jour où il a dit, bah, il faut y aller, nonobstant toutes les considérations politiques qu'on peut développer aujourd'hui a posteriori, mais c'était comme ça, tu sais, le chef militaire, il s'inscrit dans la ligne politique et il répond aux politiques. Après, c'est aux politiques d'assurer le service après-vente, si je puis dire. Mais à partir de ce moment-là, moi, j'étais confiant, je savais que la proximité avec les commandants de base que j'avais rapprochés du commandement, ça c'est extrêmement important. Un commandant de base aérienne, c'est un des maillons essentiels de la chaîne. C'est lui qui crée le lien entre ce qui se passe sur le terrain et la réalité d'un état-major qui prépare l'avenir et la responsabilité du chef. Donc, moi, quand je suis arrivé à la tête de l'armée de l'air, j'ai dit il y a trop la chaîne est trop longue. Et moi, je veux que ces gens-là me soient directement rattachés quelque part. Au plan fonctionnel, ils dépendent des uns ou des autres en fonction de leur mission. Mais ce sont les représentants de l'armée de l'air sur le terrain. Et ça, j'ai retrouvé ça dans des entreprises, avec par exemple des grandes entreprises de distribution, avec des patrons de magasins. J'ai trouvé exactement, c'est le parallèle que je faisais. Ces gens-là, mettez-les en responsabilité, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Moi, je n'ai jamais été déçu. J'ai toujours obtenu 200%, là où j'en attendais 90 d'efficacité. Et quand il a fallu fermer, par exemple, 10 bases aériennes sous mon commandement, parce que c'était l'époque de la Revue générale des politiques publiques, j'ai expliqué au commandant de base qui avait cette charge en main que c'était une mission très noble, et que dans cette mission très noble, il fallait laisser personne au bord du chemin, que c'était mon objectif, mais que l'armée de l'air de demain serait plus efficace et plus moderne et mieux équipée en assurant ces fermetures et en réinvestissant sur des bases moins nombreuses, mais plus efficaces. Donc oui, bien sûr que le collectif, c'est tout. C'est le mécano qui met en route votre avion, c'est le contrôleur qui vous contrôle parce que vous êtes dans le brouillard et qu'il faut poser votre avion, c'est le copilote éventuellement qui est là pour vous soutenir dans votre mission. Enfin, dans une armée, c'est même pas l'essentiel, c'est l'essence. On vous écouterait pendant des heures en général parce que les Oui. exemples que vous donnez sont juste absolument passionnants. Et cette richesse d'expérience est pour nous une source d'inspiration. J'aurais terminé par ma dernière question. Et Diane, si tu veux bien, je te laisserai poser une ou deux questions générales. Mais je regarde aussi, je suis le timekeeper. Ben oui. Et le temps est le temps. Donc, mes excuses par avance. Je voudrais juste qu'on termine par finalement, ce qui est quelque chose qui nous lie, qui est notre attachement au Royaume-Uni. Et finalement, dans l'analyse que vous avez aujourd'hui de la situation dans les relations franco-britanniques, et vous connaissez bien nos amis britanniques, s'il y avait une réflexion, un conseil, un avis aux entreprises et dirigeants qui sont ici présents avec nous ce matin et qui, tous les jours, interagissent et contribuent à développer les relations économiques entre nos deux pays et à créer de l'intelligence collective. Quelles seraient un peu vos réflexions, vos conseils sur ces relations qui ont été, en tout cas, qui sont un petit peu mis à mal, hein, mais sur lesquelles, mais qui sont profondes? Oui, alors ça c'est vraiment une question fondamentale. J'expliquais tout à l'heure que j'avais participé, en tout cas, à développer une relation très, très, très proche et très stratégique avec la Grande-Bretagne. D'abord, je me suis employé à le faire en parallèle et simultanément avec l'US Air Force parce que je sentais bien que quand j'allais voir l'un, on me disait il faut aller voir l'autre. Quand j'allais voir l'autre, on me disait eh ben, on va faire ça tous les trois. Et à ma grande satisfaction, à ma grande surprise, ils ont accepté. Et ça persiste. Donc, il faut regarder le monde tel qu'il est. Et je crois que les entreprises, aussi bien que tous les acteurs, comme les armées en particulier, ont un rôle très spécial à jouer aujourd'hui dans cette relation franco-britannique parce qu'on sent bien qu'au niveau politique, c'est compliqué pour différentes raisons. Donc, il faut que, là aussi, je reviens sur mon principe, il faut repartir un peu de la base. Il ne faut pas laisser se distendre et trouver des voies et moyens pour essayer de ne pas perdre le fil de l'histoire, même si c'est plus compliqué, évidemment. La sortie de l'UE, ça crée des tas de problèmes, mais les problèmes, ils sont faits pour être résolus.
avec de l'intelligence. Il faut pousser aussi l'administration à travailler ensemble pour trouver des solutions. On ne peut pas s'isoler des Britanniques et ça serait une grosse erreur de les laisser carrément dériver, soit de l'autre côté de l'Atlantique ou je ne sais où. Je crois qu'au contraire, il faut trouver tout ce qui nous réunit. D'abord, cet attachement viscéral qu'on a les uns vis-à-vis des autres, ça, il ne faut pas le perdre. Le Brexit, c'est une étape, on peut en penser, et on partage notre désarroi par rapport à tout ça, d'accord, mais il faut regarder, enfin, c'est comme toutes les crises, il y a quelque chose à en tirer et créer ce lien et surtout pas laisser les fils se distendre. Moi, je vois avec grande satisfaction que les entreprises continuent à travailler, même si c'est difficile. Et il faut trouver d'autres voies, d'autres moyens, mais les Britanniques restent une puissance forte au service de la défense de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a l'Union européenne, certes, mais la défense de l'Europe, ça va beaucoup plus loin. C'est d'ailleurs l'essence même de l'OTAN. D'ailleurs, au sein de l'OTAN, cette relation avec les Britanniques, elle est fondamentale. Quand les Français et les Britanniques avancent ensemble au sein de l'OTAN, ça fait du bruit, hein, c'est du solide. Donc, on a intérêt à continuer. La politique, ça va, ça vient. J'espère bien qu'on retrouvera l'esprit, ou en tout cas qu'on rénovera l'esprit de Lancaster House. Il ne faut surtout pas perdre ce fil-là. Il ne faut pas le laisser s'effilocher au fil du temps. Mais les entreprises ont un rôle essentiel à jouer. On voit Airbus est en train, je pense, de s'en sortir par le haut. Et il faut, à un moment donné, on avait craint le pire, parce que les Britanniques sont je prends cet exemple, où vous avez Matra MBDA aussi, qui est un excellent exemple de coopération franco-britannique, qui nous a amené très, très loin. Très, très loin. Aujourd'hui, on a les meilleurs missiles du monde, hein, pratiquement. Pas oublier ça. Hein. Quand on a bien coopéré sur des objectifs précis et en s'écoutant et en identifiant nos limites, on est allé très très loin avec les Britanniques. Et je pense on doit le faire encore, on peut le faire encore. Je pense que votre message, il est entendu, mon général, à 100%, et de garder ses racines profondes, de ne pas laisser le lien se distendre, et même si, on va dire, il y a l'écume et il y a le fond. Gardons en tête le fond et gardons surtout, je rebondis sur votre point, je pense que ce sont les 25, 50 prochaines années, les prochaines générations, parce que ça fait partie de notre histoire, et j'allais dire de notre histoire globalement européenne. Diane, tu as un challenge. Nous avons je ne sais combien de dizaines de questions, ce qui ne m'étonne pas pour le général. Je vais te laisser en sélectionner 2. Et je vais laisser le général y répondre parce que je suis aussi conscient du temps. Voilà, et je ne voudrais pas vous prendre trop de temps en général. Très bien. Alors, c'est en effet une tâche difficile et je suis désolée pour les questions non sélectionnées. Une question tactique. Premièrement, quelle est l'ampleur des effectifs déployés par la Russie? Et alors, une question prospective géopolitique, donc une question d'Olivier. Donc, cette guerre va-t-elle se résoudre finalement par une défaite de l'Europe sur le long terme et par une victoire des États-Unis? Waouh! Comme question de synthèse, c'est intéressant. Mais économique, si vous me permettez. Excusez-moi, mon général, mais ma question est relative à l'économie, puisque nous sommes évidemment une chambre de commerce et ce qui est important, c'est de bien comprendre, parce qu'on a la chance de vous avoir, et avec tout mon respect, de comprendre comment cet effet de la guerre peut redistribuer des cartes économiques à un moment clé. Merci, mon général. Alors, je vais prendre, puisqu'on en parle, je vais prendre cette question. Sur le nombre des forces russes, il est clair que cette guerre, c'est un peu une surprise quand même, elle engage quand même une grande partie de l'armée russe, quoi. Alors, il faudra être vigilant dans les conséquences qu'on en tire, parce qu'on pourrait se dire, l'armée russe, ce n'est pas tout à fait celle qu'on pensait, etc. Mais enfin, il possède quand même, au-delà des capacités nucléaires, qui sont pas négligeables pour le moins, il possède quand même une armée qui a des capacités, mais qui, dans une guerre de cette nature-là, montre aussi certaines limites. Mais je crois que n'importe quelle armée du monde, même mieux organisée, serait confrontée à une difficulté. Quand les objectifs sont aussi vastes et mal définis pour une armée, c'est quasiment ingérable.
je mets ça de côté, mais c'est un engagement lourd et Poutine met du lourd sur la table. Il prend aussi des risques. Mais sur le deuxième point, qui est sans doute plus fondamental, je parlais tout à l'heure du moment européen, parce que je crois que c'est vraiment le cas. On voit bien toutes les difficultés qu'on a à décider, parce qu'on est tellement ancré dans cette globalisation, et les entreprises, ils y sont adaptés, ils ont été des moteurs de cette, entre guillemets, globalisation. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le bon terme, mais enfin de cette interaction permanente. Et là, on se rend compte que quelque part, dans un premier temps, wow, le choc, la résilience quelque part derrière, mais la résilience n'a un sens que si on se donne des objectifs. On est résilient non pas uniquement pour survivre, mais pour se projeter sur l'avenir. Et c'est là que se situe la clé, quoi. C'est vrai, moi, je suis un Européen convaincu, parce que je pense que l'Europe, c'est la paix, mais ça, c'est ma culture. Je suis né quelques années après la guerre, enfin, comme certains d'entre vous, mais il ne faut pas avoir l'Europe béate, mais il faut avoir une Europe quand même conquérante. Et peut-être qu'on va en arriver à l'Europe de ceux qui le veulent et qui le peuvent. C'est peut-être ça au bout du compte, mais il ne faudra pas lâcher ce cap de redéfinir nos objectifs stratégiques et de savoir avec qui on veut travailler. On parlait des Britanniques à l'instant, je crois que ça reste un axe, on les connaît, on sait ce qu'ils peuvent faire, on sait ce qu'ils peuvent apporter. Je crois que c'est un axe qu'il ne faut pas lâcher. Et puis, clairement, se reposer les bonnes questions sur l'Europe de l'énergie. Ça, on en parle tous les jours, mais ça fait quand même quelques années que j'affiche ça comme étant un des objectifs stratégiques. Et Nord Stream 2 et compagnie, bon, on passe les détails que tout le monde connaît, mais c'est aussi l'Europe de l'alimentation, c'est des ressources, c'est tout de la numérisation. J'aurais pu parler de la numérisation, c'est un de mes chevaux de bataille depuis bien longtemps, la sécurisation, la numérisation, ce monde numérique. Je crois qu'on a les atouts, surtout c'est le moment de capitaliser sur nos atouts humains, hein, parce que les cerveaux, vous le savez parfaitement, ça traverse assez facilement les océans, l'Atlantique ou d'autres océans pacifiques pour aller ailleurs. Si on ne donne pas cette vision à notre jeunesse, si on ne donne pas cette vision d'une Europe qui, à la fois, assure sa sécurité et crée des partenariats et peut créer un partenariat stratégique utile avec des valeurs communes et des intérêts communs, d'abord en son sein, puis avec d'autres, la Grande-Bretagne, les États-Unis, un partenariat qu'on veut équilibrer. Il faut qu'il soit équilibré. C'est ça. Donc, tout ce que les entreprises peuvent faire pour dynamiser ces dialogues, revenir sur des bases qui sont celles des frontières, finalement. Ce n'est pas hasard que l'Europe se soit dessinée, que l'Union européenne se soit dessinée comme ce qu'elle est aujourd'hui. Et quelque part, même si, évidemment, ce n'est pas simple, on a augmenté le nombre de pays, certains pays n'étaient peut-être pas à la hauteur de la tâche, bien sûr, mais il faut vivre avec et créer, si vous voulez, ma conclusion, c'est des valeurs communes et les respecter, et des intérêts communs, et les faire prospérer. Et le tout à l'abri d'une défense collective bien organisée où chacun prenne sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, l'Allemagne a décidé, enfin, ces jours-ci, a décidé de doubler son budget de défense. C'est un choc stratégique en Europe. C'est un choc stratégique. Moi, je ne m'y attendais pas quand j'ai proposé que les pays investissent 2% de leur PIB au sommet du Pays de Galles en 2014, suite d'ailleurs en particulier à la crise ukrainienne. Là, c'était un électrochoc. Les chefs d'État ont accepté, à ma grande surprise, mais enfin à ma grande satisfaction aussi, je dois avouer. Mais je ne pensais pas que l'Allemagne les atteindrait, en tout cas pas à l'aune d'une décennie. Et puis là, les événements aidant, donc l'Allemagne se donne les moyens. Ça prouve aussi que le lien entre l'économie et la défense est très intime. Il ne peut pas y avoir une défense crédible sans une économie crédible. Ce n'est pas possible, ça. Donc, on a des ressorts. Il ne faut pas qu'on perde notre temps, il ne faut pas qu'on perde notre argent, il ne faut pas qu'on perde notre talent. Diane, je te propose peut-être qu'on arrête là parce qu'il est 8h58. Mon général, c'était pour nos membres un honneur et un immense plaisir que de vous recevoir. Je pense que nous pourrions vous écouter pendant tellement longtemps et nous aurions tellement de questions à vous poser. Nous aurons certainement l'occasion de nous revoir et de vous réinviter si vous nous faites ce plaisir. I shall come back.
Absolument. J'étais très heureux de recevoir à la fois un chef, un leader, un homme que j'apprécie tout particulièrement à la fois au travers de son savoir-faire, son faire-savoir, et puis aussi et surtout son savoir-être. Donc, merci infiniment. Merci d'avoir été notre invité. Je suis certain que l'ensemble de nos membres ont énormément apprécié votre partage d'expérience. Je vous souhaite à tous, mes chers amis, à la fois une très belle journée. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Pâques. Profitez de ces moments finalement pour aussi nous recentrer sur des choses essentielles auxquelles nous croyons. Passez une très très belle journée et puis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci.